En 391, l'empereur romain Théodose Ier prend une mesure radicale. Il ordonne la fermeture des temples païens et interdit les anciens sacrifices. Entre-temps, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire. En Égypte, Luxor, Abou Simbel et tant d'autres sanctuaires sont peu à peu abandonnés. Les prêtres, derniers gardiens du savoir des hiéroglyphes, disparaissent. La langue des pharaons s'éteint. Et pendant plus de 14 siècles, plus personne ne saura la lire. Jusqu'au jour où une pierre, découverte par hasard, va tout changer. La pierre de Rosette. En 1799, en pleine campagne d'Égypte menée par Bonaparte, les troupes françaises tentent de consolider leur position alors que les Anglais essaient de prendre le contrôle de l'Égypte. Dans la ville d'El Rachid, traduite en français par Rosette le 15 juillet, les soldats réparent un ancien fort mamelouk. En s'attaquant à un mur, ils trouvent une pierre bien différente des autres. Il s'agit d'un granit noir gravé d'étranges inscriptions. Le lieutenant Pierre-François-Xavier Bouchard identifie la partie inférieure comme étant du grec. La découverte lui apparaît exceptionnelle et la pierre est envoyée à l'Institut d'Égypte, nouvellement créé au Caire. Car Bonaparte n'est pas venu seulement avec des soldats. Il a aussi embarqué avec lui 167 savants, ingénieurs, botanistes, architectes, recrutés par Gaspard Monge. Son objectif, comprendre l'Égypte ancienne, en explorer les vestiges, en étudier les richesses. Le 29 juillet, l'Institut reçoit la précieuse pierre qui sera l'un des moments fondateurs de l'égyptologie. Mesurant 112 cm de hauteur pour 76 cm de largeur, la pierre épaisse de 28 cm pèse 750 kg. Les chercheurs commencent par traduire la partie la plus lisible, celle rédigée en grec. Langue courante en Égypte sous la dynastie des Ptolémées, elle révèle qu'il s'agit d'un décret promulgué à Memphis en 196 avant Jésus-Christ, sous le règne de Ptolémée V. Les prêtres y célèbrent les bienfaits du souverain et ordonnent que le texte soit gravé en 3 écritures. Les savants comprennent alors que la pierre de Rosette pourrait être la clé pour déchiffrer les hiéroglyphes puisque le texte grec correspond aux 2 autres versions, la partie médiane en démotique, la langue administrative, et la partie supérieure en hiéroglyphes, langue sacrée des prêtres et des dieux. Mais le temps presse pour les savants restés en Égypte. La pression des Anglais s'intensifie, notamment à cause du blocus qu'ils imposent. Tandis que Napoléon parvient à regagner la France en octobre 1799, les scientifiques demeurent sur place. En août 1801, les Anglais mettent fin au siège et obligent les Français à céder leur découverte, dont la précieuse pierre de Rosette, considérée par les Britanniques comme un véritable trophée de guerre. Elle est envoyée à Londres dès 1802. Heureusement, les savants français avaient eu le temps d'en réaliser plusieurs copies. La rivalité entre la France et l'Angleterre se poursuit jusque dans le déchiffrement de la pierre de Rosette. La question essentielle est de comprendre comment les Égyptiens de l'époque ont pu transcrire le même texte dans 3 écritures différentes. La tâche se révèle d'autant plus complexe que la pierre est incomplète, brisée sur plusieurs côtés. La partie en hiéroglyphe ne comporte que 14 lignes, tandis que le texte grec en compte 54. La tâche est d'autant plus compliquée que certaines copies de la pierre sont de mauvaise qualité, notamment pour la partie en hiéroglyphe, souvent imprécise. En France, c'est Sylvestre de Sacy, érudit, linguiste et orientaliste, qui ouvre la voie. Il compare le texte grec au texte démotique afin d'y repérer des répétitions et des correspondances. Pour les hiéroglyphes, il avance une idée novatrice. Les symboles égyptiens ne seraient pas de simples dessins, mais les éléments d'un véritable système d'écriture, logique et structuré. Cependant, le travail reste immense, et le mystère entier. Depuis la fin de l'Antiquité, personne n'est parvenu à déchiffrer l'écriture sacrée. Certains s'y sont essayés très tôt, comme Apollon de Nilopolis. Ayant vécu entre le 5e et le 6e siècle après Jésus-Christ, il est connu pour son ouvrage Hieroglyphica. Mais son œuvre comporte une erreur fondamentale. Apollon croyait ainsi que chaque hiéroglyphe exprimait une idée ou une symbolique, et non un son. Plus tard, au XVIIe siècle, un certain Athanasius Kircher tente lui aussi de décrypter la fameuse écriture égyptienne. Jésuite, historien et physicien, il commet les mêmes erreurs d'interprétation que l'auteur antique. Dans ses ouvrages comme Oedipus Egyptiacus,
Son approche reste trop ésotérique et poétique. C'est au XIXe siècle que se développe un nouvel angle de vue, celui de la linguistique. Depuis le XVIIIe siècle, les savants européens commencent à établir des parentés entre les langues, et cet engouement va favoriser le décryptage de la pierre de Rosette. 12 ans après Sylvestre de Sacy, c'est en Angleterre qu'une avancée majeure est réalisée par Thomas Young, linguiste et physicien de réputation internationale, célèbre pour ses travaux sur la lumière. Il commence à étudier la pierre de Rosette en 1814, lorsqu'il cherche à mettre en parallèle le texte grec et le texte démotique. En observant la répétition de certains mots, il parvient à identifier les termes roi, Égypte et Ptolémée dans les deux écritures. Young s'intéresse ensuite à la partie en hiéroglyphes. Il remarque des groupes de signes encerclés d'un ovale, appelé plus tard cartouche, et suppose qu'ils contiennent les noms des souverains mentionnés dans le texte grec. En comparant les passages correspondants, il identifie l'un de ces cartouches comme représentant le nom de Ptolémée. En 1819, il publie dans le supplément de l'Encyclopædia Britannica les correspondances entre les lettres grecques de Ptolémée et les signes hiéroglyphiques qu'il a déchiffrés. Il démontre ainsi que certains hiéroglyphes ne sont pas de simples symboles, mais aussi des signes phonétiques capables de transcrire des sons. C'est une étape décisive. Pour la première fois depuis l'Antiquité, on comprend que les hiéroglyphes constituent un véritable système d'écriture mêlant symboles et sons. Une découverte qui ouvre la voie à un jeune Français, Champollion. Né à Figeac en 1790 dans une famille modeste de libraires papetiers, Jean-François Champollion développe très tôt une profonde admiration pour Napoléon. Fasciné par la campagne d'Égypte, il se passionne pour tout ce qui touche à l'Orient ancien. Avec des études à Grenoble puis à Paris, il se consacre aux langues orientales. Élève précoce et doté d'une mémoire exceptionnelle, il apprend le grec, le latin, l'hébreu, l'arabe, le syriaque et surtout le copte, cette langue liturgique encore utilisée par l'église copte orthodoxe d'Égypte, héritière directe de l'égyptien ancien. Travailleur acharné, Champollion s'intéresse dès 1814 à la pierre de Rosette, dont plusieurs copies circulent à Paris. Il étudie attentivement les travaux de Thomas Young. Mais là où le savant anglais pensait que les hiéroglyphes n'étaient phonétiques que dans le cas des noms propres, Champollion démontre qu'ils forment en réalité un véritable système d'écriture à la fois symbolique et phonétique. Grâce à une copie venue du temple de Philae, il obtient la cartouche de Cléopâtre qu'il compare à celle de Ptolémée. Si son hypothèse est juste, les deux doivent contenir des signes identiques pour les sons communs. Et cela fonctionne. Le P, le L et le O se retrouvent au même emplacement. C'est la révélation. La légende raconte qu'au petit matin, Champollion serait allé trouver son frère pour lui dire « Je tiens l'affaire », avant de s'effondrer, terrassé par l'émotion et l'épuisement. C'est grâce à son talent de linguiste accompli, de grand érudit, notamment de la langue copte, qu'il parvient à déchiffrer les hiéroglyphes. À la fois intuitive et logique, son approche lui a permis de ne jamais séparer les signes de leur contexte historique et culturel. Quelque temps après, en appliquant les valeurs phonétiques trouvées à d'autres cartouches dont il a la copie, il lit ainsi pour la première fois le nom d'un autre pharaon, nom qui se répète sur le grand temple de Karnak. Le cartouche commence par le symbole d'un disque solaire, le signe du dieu Ré ou Ra, prononcé de la même manière en copte. En bas du cartouche, la lettre a déjà été identifiée par Thomas Young, il s'agit du S, mais celui-ci est doublé. Il ne lui manque plus qu'à trouver la lettre intermédiaire. En s'appuyant sur la pierre de Rosette, Jean-François Champollion regarde la version grecque qu'il a traduit par l'idée de naissance. Le savant puise encore dans ses connaissances coptes où naissance se dit Mésé. Il a désormais trouvé un nouveau nom, celui de Ramsès, littéralement engendré par le dieu soleil. Il lui faut désormais présenter ses découvertes à la communauté savante. En 1822, dans sa lettre à Monsieur Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Champollion expose sa méthode, illustre ses démonstrations par des exemples précis et révèle pour la première fois la véritable nature du système hiéroglyphique. Il montre que cette écriture combine trois types de signes. Des signes phonétiques, qui notent des sons, des idéogrammes qui représentent des idées ou des objets, et des déterminatifs, signes muets placés à la fin des mots pour en préciser le sens. 2 ans plus tard, Champollion est reconnu de manière institutionnelle, car il est nommé conservateur des antiquités égyptiennes au Louvre, poste créé officiellement pour lui. Cité dans les cercles savants et scientifiques, il lui manque pourtant l'essentiel, aller en Égypte pour déchiffrer sur place les inscriptions directement sur les temples. En 1828, c'est chose faite, une expédition franco-toscane voit le jour, co-dirigée par Ippolito Rossellini
est menée scientifiquement par Champollion. Cette mission permet de vérifier sur le terrain le système de déchiffrement hiéroglyphique, de relever, copier et traduire les inscriptions des temples. Champollion tient notamment à dater les monuments et à établir la chronologie des pharaons. De retour consacré internationalement, Champollion obtient la chaire d'antiquité égyptienne au Collège de France. La pierre de Rosette a parlé. Elle a révélé des secrets enfuis depuis plus de 14 siècles, de l'histoire dynastique aux croyances égyptiennes, des éléments de la vie quotidienne à ceux de l'administration. C'est toute une source de savoir qui s'ouvre aux scientifiques et qui redonne une voix à une civilisation plurimillénaire. Pour bien comprendre une langue, il faut d'abord aimer le peuple qui la parle, disait Champollion. Ce principe, il l'a appliqué en cherchant à percer le mystère des hiéroglyphes. Grâce notamment à la pierre de Rosette, il parvient à en déchiffrer le système. Ce travail acharné, mené avec passion et une rigueur extrême, lui coûtera probablement la vie. Il meurt en 1832, à l'âge de 42 ans. Son frère Jacques-Joseph, qui s'est beaucoup occupé de lui depuis sa plus tendre enfance, reprendra ses notes et publiera à titre posthume des textes majeurs comme Grammaire égyptienne et Dictionnaire égyptien, afin de rendre plus accessibles toutes les recherches menées. Aujourd'hui conservée au British Museum, la pierre de Rosette demeure l'une des clés majeures de la mémoire du monde. Et Champollion l'a déchiffrée sans jamais l'avoir vue de son vivant.